matin est déjà bien avancé quand le tamandoua se prépare à prendre son sommeil diurne. Dans le creux d'un arbre où son compagnon est déjà hébergé, l'animal obtient cette fois l'autorisation de se loger. Et les tamandouas, fatigués, glissent peu à peu dans la somnolence, exhibant une dernière fois leur troisième griffe, disproportionnée, et le mince ruban de leur langue, si longue et si gluante. Le tamandoua rejoindra enfin son compagnon au creux de leur abri. Demain peut attendre. Demain s'appelle la nuit. Brun sur fond brun, dessiné d'un trait tortueux tel un branchage vivant, un serpent se tient tranquillement accroché à la forêt. Son corps, sans qu'il s'en rende compte, dérange une branche morte, hérissée d'épines. Se débarrasser du débris sans se blesser n'était rien. C'est surtout sa peau morte qui encombre le boa. Juste avant la mue, un liquide a été sécrété entre l'ancien et le nouveau derme pour faciliter l'élimination du premier. Le serpent recherche pour y frotter son corps des obstacles sur lesquels s'accrochera, de la tête à la queue, son ancienne peau. La période qui précède la mue éteint les couleurs du serpent, les affadit. Mais aussitôt après, l'animal arbore des teintes et une brillance éclatante. C'est ce phénomène qui a longtemps fait croire aux hommes que le serpent renaissait sans cesse. Sur le territoire où il s'est installé avec sa sœur Willa, Tikemi rencontre bientôt le boa aux couleurs neuves. Perplexe, il hésite d'abord sur la conduite à adopter. Puis, il s'enhardit et s'approche du visiteur. Comme il le fait chaque fois qu'un agresseur le menace, le serpent tente d'intimider le jaguar par un puissant chuintement. Soudain, Willa surgit et enlève le boa.
Surprise par sa propre audace, Willa repose sa proie et revient vers son frère, le temps d'évaluer la situation. Willa reprend l'étrange objet et commence à le manipuler. Le boa a compris que sa stratégie d'intimidation ne donnerait aucun résultat. Il adopte donc une attitude défensive et se roule en boule. Pour Willa, ce n'est pas un repas qui commence, mais un jeu. Un jeu qu'elle fera durer aussi longtemps qu'elle le pourra, et dans lequel elle mettra toute l'ardeur de son jeune âge. Et cette pelote qui est devenue le boa, elle la défera sans cesse pour le seul plaisir de la voir se reconstituer aussitôt. Bientôt, Tikemi réclame sa part de jeu. Le frère et la sœur se chamaillent comme deux rivaux se disputent le même butin. Willa n'entend pas se priver de sa prise, d'autant que la convoitise de Tikemi rend le jeu encore plus excitant. Le serpent est toujours intact. Les griffes de Tikemi n'ont pas encore entamé ses muscles contractés à l'extrême. Le jaguar, comme le léopard, mais contrairement au guépard, dispose de griffes rétractiles et peut contrôler avec beaucoup de précision les dommages infligés à une proie. Tikemi, qui croit sa sœur lassée du jeu, estime son tour venu. Mais Willa ne l'entend pas ainsi. Enfin, Willa consent au partage. Les deux jaguars vont alors découvrir qu'un serpent recroquevillé sur lui-même offre plus d'occasions de jouer qu'il ne l'aurait cru. On peut le faire rouler sur le sol, essayer de défaire ses nœuds, ou tenter de localiser sa tête. Bientôt, Willa reprend ce qu'elle estime être sa propriété. Le serpent, fatigué, n'a plus la force de contracter ses muscles. Il devient plus vulnérable et le premier à le comprendre sera Tikemi. Un nouveau jeu vient à l'esprit des jaguars. Il consiste à tirer le serpent de part et d'autre de toutes ses forces. Le croc de Willa transperce la peau neuve de la proie. Le jeu devient violent.
le serpent est toujours vivant. Sa queue qui pend dans le vide se redresse et provoque le prédateur. Dérisoire tentative. Willa se contente d'affermir sa prise et le jeu continue. Tikemi, que la supériorité physique de sa sœur agace parfois, s'est emparé du boa. Willa, déconcerté par la revendication du mâle, avance prudemment dans son sillage. Aujourd'hui, Tikemi entend s'affirmer face à Willa. Le serpent n'est plus qu'un prétexte dans une lutte dont l'enjeu réel est le pouvoir. Willa adopte d'abord une attitude de soumission ou d'indifférence. Mais très vite, elle tente de reprendre l'ascendant. Tikemi a définitivement remporté la partie. Comme un rite initiatique, cette soudaine rébellion est la marque d'un passage à l'âge adulte. Il jouera encore avec lui-même et avec sa proie. Puis il dévorera le serpent, mettant au jeu un terme définitif. Dans la forêt où que porte le regard, de discrets architectes sont au travail. Des termites construisent des tunnels sur le tronc des arbres, des fourmis creusent les souterrains dans lesquels elles cultiveront de microscopiques champignons, des abeilles alignent leurs rayons. Partout on entreprend, on construit, on maçonne. Sous une palme, des guêpes bâtissent leur nid. Les premières cellules du nid ont été construites par la reine, qui en a mesuré la taille selon l'écartement de ses antennes. Puis elle a pondu des œufs, lesquels ont fourni une première génération d'ouvrières. Celles-ci agrandissent l'édifice, tandis que la reine se consacre à accroître les effectifs de la colonie. Le nid est fait de matière végétale mêlée de salive. Les ouvrières le construisent la tête en bas, accrochées aux parois par les griffes de leurs pattes. Elles peuvent ainsi agglomérer les unes aux autres de nouvelles strates de matériaux. La partie inférieure du nid se resserre comme le bas d'un entonnoir. La construction est presque achevée. Elle abritera bientôt plusieurs centaines d'individus. Pendant ce temps, le peuple innombrable des termites s'active au ras du sol.
Les termites sont indispensables à l'équilibre de la forêt. Ils agissent comme instruments de la sélection naturelle en tuant les arbres les plus faibles. Ils dégradent les bois morts et surtout, ils rendent rapidement assimilable par le sol la matière inerte des sous-bois. Délavée par le temps et les eaux, la terre d'Amazonie est si pauvre que sans ce mécanisme de recyclage, les arbres ne pourraient y trouver les ressources nécessaires à leur survie. Une petite guêpe vient de s'introduire dans la société des termites. Aussitôt, des termites soldats donnent l'alerte en frappant comme un tambour la feuille sur laquelle ils se tiennent. Il est trop tard. La guêpe prend en chasse un termite. Un autre termite vient en aide à son congénère. La guêpe ayant tué sa première victime se déchaîne et s'en prend à quiconque passe devant elle. La bataille achevée, les termites valides se rendent près des blessés. Et sur le corps de ceux qui agonisent, ils entassent des grains de sable. Comportement mal élucidé qui fait penser à un ensevelissement. Kai, l'amande brune, a assisté impassible au raid de la guêpe. Kai ressemble à une brindille tombée au sol. Son instinct l'a conduit à ne se poser que sur des surfaces où sa présence passera inaperçue. En général, Kai n'a pas de chance. Souvent, comme ici, ses proies se soustraient à sa griffe. La prochaine proie sera la bonne. Ayant d'abord dégusté les pattes du termite, Kai se débarrasse de la tête.
Soudain, la mante rejette le corps de sa proie sans l'avoir terminé. En effet, un plus gros gibier s'offre à elle, sous la forme d'un papillon vêtu de blanc. Kai se vengera sur l'insecte pelucheux de ses infortunes passées. Ce repas lui fournira les protéines nécessaires à affronter le jour qui vient et, peut-être, à conjurer définitivement le mauvais sort. Sur le bronze des feuillages éclate parfois comme un éclair le flamboiement d'un plumage multicolore. Le long des fleuves et des rivières ou au bord des clairières résonne avec un semblable éclat le cri rauque des aras. C'est précisément aux sonorités de ce cri que l'oiseau doit son nom. Il existe 14 espèces différentes d'aras, parmi lesquelles l'ara macao, dont les représentants portent de chatoyantes plumes rouges, vertes et bleues. Sous le regard de deux aras batailleurs, un mâle et une femelle se préparent à s'accoupler. L'ara est monogame et le duo sera constitué pour le reste de la vie des deux oiseaux. Après divers préliminaires, lors desquels les oiseaux se tiennent le bec, le mâle couvre la femelle en utilisant sa queue pour maintenir son équilibre sur la branche. Peut-être influencés par le spectacle qui s'offre à eux, les querelleurs mettent un terme à leur dispute et s'engagent à leur tour dans une relation amoureuse. Mais leur ardeur est moindre, et leurs ébats se transforment bientôt en une toilette mutuelle et intime, fort appréciée de part et d'autre. Pendant ce temps, les deux autres aras parachèvent leur union. Ils forment désormais un couple et fonderont peut-être demain une famille. Ils s'envoleront bientôt d'un battement d'ailes dans le ciel bleu et blanc où leur vol se gravera comme un trait de couleur. Près du torrent, c'est l'heure où les papillons viennent boire. Formant une nappe vivante étalée sur un rocher, les insectes qui appartiennent à la famille des pierrides
viennent tous ensemble aspirer l'eau accumulée dans les anfractuosités. Dans l'air encombré de flocons multicolores, un bébé étonné découvre le monde. Balaam, jeune jaguar à peine âgé de quelques semaines, est le fils de Zuko et de Kaloa. Sa mère, ainsi qu'elle le fait régulièrement pour garder ses forces, est partie chasser, laissant ses bébés dans une tanière creusée dans les feuillages. Et l'aventurier en a profité pour s'éloigner. Le monde, peut-être, n'est pas si grand qu'un bébé ne puisse essayer d'en faire le tour. Un peu égaré, déjà fatigué, Balaam appelle sa mère. Mais celle-ci ne répond pas. Très vite, le goût de l'aventure reprend le dessus. Balaam s'éloigne encore vers des odeurs étranges, vers des couleurs nouvelles. Les sensations inconnues se bousculent et le grisent. Bientôt, le terrain devient plus accidenté et l'exploration plus risquée. Encore mal initié aux lois de l'équilibre, Balaam glisse. Balaam est voué à aimer l'eau. Elle sera son élément, son terrain de chasse et de jeu. Mais pour l'instant, il ne ressent que l'inconfort de cette moiteur qui se glisse au creux du pelage. Le fugueur s'est perdu et les racines d'un arbre forment le seul abri qu'il trouve à sa portée. Désorienté, exténué, Balaam tend l'oreille au cri de sa mère et la narine à son odeur. Mais il est trop isolé à présent, et ni l'un ni l'autre ne parviennent jusqu'à lui. Sans s'en rendre compte, Balaam est passé de l'autre côté du vent, là où sa propre odeur ne peut plus arriver à Kaloa. L'inquiétude le gagne, la nuit arrivera bientôt. La famille des opossums est au complet. Les bébés ont grandi, mais ils demeurent encore dans la poche de Stinga, leur mère, solidement agrippés aux tétines qu'ils ne lâchent que de temps à autre, le temps d'apprendre à coordonner leurs mouvements. La poche ventrale, tendue par cette pelote vivante qui ne cesse de grossir au fil du temps, reste désormais largement entr'ouverte. Les petits marsupiaux y sont ancrés les uns contre les autres dans un confort rendu précaire par leur entassement.
Mal arrimé, bousculé par ses frères, un bébé laisse échapper de ses lèvres la mamelle qui le retenait. Dans certains cas, l'exiguïté de la poche maternelle condamne ainsi plusieurs bébés qui, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ne peuvent plus y trouver leur place. Il suffit d'un moment d'inattention de la mère ou de plusieurs frères ligués pour repousser l'un des leurs hors de l'abri douillet, et un petit opossum manquera à l'appel. Cependant, le plus souvent, un bébé tenté par une émancipation prématurée reviendra aussitôt à la tétine, délicatement guidé par le museau de sa mère. Ce n'était qu'une fausse alerte. Tout est rentré dans l'ordre, dans le petit monde des opossums. La nuit arrive bientôt avec son cortège de mystères et de sortilèges. C'est l'heure des esprits. Au fond de la forêt, soudainement assombrie, Balaam recherche encore sa mère et ne la retrouve pas. L'air est vide de toute odeur familière. La nuit ne résonne d'aucun appel ni d'aucun cri venu des siens. Au-dessus de lui, il contemple d'étranges silhouettes que caresse le vent. Ces fantômes chevelus sont des paresseux à deux doigts. Sur une branche s'agite un jeune adulte déjà bien éveillé. Un peu plus loin, un mâle et une mère, entremêlés à son enfant, sortent de la torpeur du jour. Avant de naître, le bébé est resté plus de 11 mois dans le ventre de sa mère. Cette longue gestation distingue le paresseux à deux doigts de son cousin à trois doigts, qui ne vient au monde que 6 mois après sa conception. Le paresseux à deux doigts, aussi appelé Uno ou paresseux d'Hoffmann, ne porte que 2 griffes aux pattes antérieures, et ses membres sont encore plus longs que ceux de son cousin. Le paresseux à deux doigts est une espèce nocturne, et le jeune mâle n'entend pas que ses proches demeurent léthargiques quand il faudrait s'en aller prendre un premier repas de feuillage. Lorsque l'on est un bébé paresseux lové sur le doux ventre d'une mère, on ne goûte guère la brutalité des réveils en fanfare. Il faudra bien aller se nourrir, mais toute la famille le fera à son rythme, avec toute l'indolence qui sied à l'espèce. Semblablement au bébé paresseux, Balaam n'avait jamais connu la nuit que comme un moment de douceur redoublée contre le flanc de sa mère. Ce soir, il ne sait plus vers quelle odeur, vers quel spectacle concentrer son attention. Des paresseux au crapaud qui surgit, il ne voit autour de lui que des créatures inconnues. Tout est mystère. Un autre bébé transperce soudain le rideau noir de la nuit. C'est un paca, petit rongeur que son odorat et ses moustaches frémissantes renseignent sur son environnement.
Le paca, animal solitaire, vit souvent à proximité d'un cours d'eau ou d'un marais. Il arpente le sous-bois la nuit à la recherche de petits fruits, de graines ou de tubercules à ronger. Avec l'opossum ou l'agouti, il fait partie des fantassins de la forêt, ceux qui assurent la subsistance, faciles à croquer, des jaguars ou des pumas, des renards ou des faucons. Mais à ces prédateurs s'ajoutent, dans le cas du paca, les Indiens de la forêt qui aiment sa chair, tendre et goûteuse. Le paca vit généralement au creux d'un terrier ou d'une souche, et c'est là qu'il s'endort, ayant fait sa toilette, quand arrivent les premières lueurs du jour. Pour Balaam s'achève une nuit de solitude. Il lui faut désormais, s'il veut survivre, retrouver sa mère à tout prix, sans quoi la faim lui sera fatale. Exténué par son expédition et par les frayeurs d'une nuit blanche, le jeune fugueur se laisserait volontiers tenter par le sommeil, mais de ce sommeil, il ne se réveillerait sans doute pas, si faible dans une forêt que hantent de si grands dangers. Soudain, un ennemi survient et le distrait de son sort. Des mouches sont là en escadrille, prêtes à le harceler. Le combat s'engage. Contre la fureur d'un ennemi innombrable, Balaam ne peut rien faire. Et le jeune jaguar revient à la seule préoccupation qui compte à présent, retrouver sa mère. Dans le Pantanal, au sud, s'éveillent les plus précieux oiseaux des marécages et de la forêt, les ara-hyacinthes. Un mâle s'est interposé au milieu d'un couple. Chez les aras, strictement monogames, il s'agit d'une transgression que la femelle ne saurait accepter. Dès que l'ordre matrimonial est rétabli, les deux oiseaux marquent leur satisfaction par de multiples baisers. Un peu plus loin, un autre ara semble vouloir indiquer à une femelle qu'il vient de localiser dans le creux d'un arbre un emplacement propice à la nidification. Sa partenaire s'élance vers lui. Sur chaque branche, des aras se pavanent et s'agitent. C'est la saison des amours. Pendant ce temps, le premier couple, déjà formé, entame une parade nuptiale. Chez les ara-hyacinthes, la cérémonie peut durer des heures. Les oiseaux se frôlent, se caressent.
et se lissent mutuellement les plumes. Ils se touchent du bec interminablement les parties génitales. Leur chorégraphie fait appel à une infinie variété de postures, et la silhouette des amants se découpe sur le ciel, comme un idéogramme aux formes changeantes. D'autres individus vaquent à des occupations plus ordinaires, explorer une branche pour inventorier les ressources de son écorce, jouer dans le vide, ou observer le monde la tête en bas. La rat hyacinthe est dotée d'une très grande force qui réside principalement dans le bec et les doigts. Parfaitement adapté à la vie arboricole, l'oiseau peut s'accrocher à n'importe quelle branche, dans n'importe quelle position. La rat est un oiseau grégaire et c'est en communauté qu'on le voit parfois s'abreuver au bord des flaques, formant sur le sol, comme une eau plus colorée, des taches d'un bleu profond. Sur les nuages du jour, les aras hyacinthes se détachent en ombre chinoise. Parfois, attiré par leur plumage si bleu, un chasseur arrive armé de flèches ou de plomb. Demain, ou ce matin peut-être, un trait rayera le ciel nu et un oiseau tombera. L'escapade de Balaam a trop duré. Ivre de fatigue et d'angoisse, le jeune jaguar use ses dernières forces à faire résonner ce cri, toujours le même, par lequel un félin, qu'il soit lion ou jaguar, appelle sa mère et que celle-ci, quand elle l'entend, sait reconnaître. Ce jour-là, le jeune jaguar retrouva sa mère. Et tous deux disparurent au plus profond de la forêt, sans avoir laissé personne assister à leur retrouvailles. Mais quelques semaines plus tard, Balaam, toujours fugueur et de nouveau égaré, cherchait encore Kaloa, hors de leur territoire habituel. L'ombre de sa mère passe non loin de Balaam, mais il ne la voit pas et la laisse partir. Désormais, Balaam est plus grand, plus fort. Ses rosettes forment sur son pelage des taches mieux dessinées. Mais le jeune jaguar dépend toujours de sa mère. Dans la forêt, son caractère aventureux l'égarera encore. Mais chaque fois, il lui faudra retrouver Kaloa, coûte que coûte. Son fils a habitué Kaloa à des fugues incessantes. La forêt l'appelle comme une compagne à laquelle il faudrait résister, mais dont l'attrait est toujours le plus fort. Kaloa alors s'oblige à délaisser Kim, son autre bébé,
pour rechercher Balaam. Pour le jeune jaguar, ces expéditions ne sont pas sans danger. Il n'est encore littéralement qu'un bébé. Il lui faudra 2 ans pour parvenir à l'adolescence et 5 pour arriver à l'âge adulte. En attendant qu'il grandisse, les errances de Balaam loin de sa mère et de son frère le mettent en péril. À tout moment, la balle d'un chasseur, aussi bien que les dents d'un pécari, pourrait le transpercer. Enfin, la peur se déchire. Une odeur familière s'approche et s'approche encore. Kaloha et son enfant célèbrent leur retrouvaille. Balaam ne paraît que faiblement perturbé par les épreuves de sa fugue. Seul compte le moment présent et la sécurité retrouvée. Dans la forêt, il croit encore qu'une mère est toujours là, prête à tendre une langue caressante à son fils égaré. Balaam ne sait pas encore que la forêt est rude, qu'on s'y engloutit et qu'on y meurt, comme dans un océan vert secoué de tempêtes. Tout cela, Balaam l'apprendra un jour, si les esprits le laissent vivre. Balaam a retrouvé la mamelle de sa mère, d'où coule le lait chaud qui fait tout oublier. Rien ne paraît plus manquer à son bonheur de vivre. Un double de Balaam, plus sage et moins avide de découvrir le monde, fait son apparition. C'est son frère, Kim, pour qui le fourré voisin constitue un terrain d'aventure suffisant. La famille est à présent rassemblée et se prépare à retourner près du fleuve. Bientôt, Kim et Balaam devront apprendre à chasser et à pêcher. Dans la foule des arbres, Balaam se perdra encore. Longtemps, il croira entendre la voix rauque de Kaloha venu le secourir. Mais un jour, le jeune jaguar ne percevra plus ce cri familier mêlé au bruissement du sous-bois. Il saura alors que la forêt est la vraie mère de tout ce qui vit.